Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Nico sur Akasha Mode Web TV avec Didier Qualac que je reçois. Bonjour Didier. Bonjour Nicolas. Alors Didier, on se connaît depuis, je crois, depuis 2014. Enfin, on se connaît par Facebook et autres réseaux. On s'était connus en 2014 et surtout quand j'avais lancé Akasha en mode web radio et de là, on s'était contacté. Vous m'aviez fait un bel article pour le site qu'il y avait avant Akasha. C'était un article sur François Ier, me semble-t-il. C'était sur les monuments. Sur les monuments, ouais, ouais. Et quand j'avais lancé la radio, ben, on s'était promis une chose. On dit, tiens, ce serait, voilà, si vous lancez votre radio, ce serait intéressant qu'un jour on puisse faire un entretien ensemble. Alors ça a pris un peu le temps que la radio prenne un peu son envol. Et donc, promesse rendue, voilà, vous voilà, sur Akasha. Pour parler des codes cachés. L'émission s'appelle donc les codes cachés de l'architecture. Alors c'est un sujet qui vous passionne depuis pas mal d'années. Ça a commencé depuis quand, en fin de compte? Parce que au départ, je n'ai pas vraiment un diplôme qui me prédisposait à étudier des monuments. Hmm. Donc j'ai vraiment fait cette activité de mon propre fait. Mais ça a commencé il y a maintenant 25 ans. Ça a commencé par un déclic intérieur, ce qu'on pourrait appeler une sorte d'appel. Euh, Il y a 25 ans, vous aviez quel âge? Donc ça va vous donner un petit peu l'âge que vous avez maintenant, si c'est pas trop indiscret. J'avais 31 ans. D'accord, ok. Voilà, et donc il y a quelque chose qui m'a appelé vers le château de Chambord. Et je me suis rapidement dit, j'ai constaté qu'il y avait là quelque chose à étudier, des découvertes que je pouvais faire, et que tout n'avait pas été compris concernant ce monument. Voilà. Ok, ça a commencé par Chambord. Et en fin de compte, il me semble que c'est, en fin de compte, c'est quel genre d'appel que vous avez eu? Ça a été par des rêves, par des visions, C'est pas loin de ça, en fait. Dans le demi-sommeil, quand je recevais des images mentales, et je voyais des murs de châteaux, je voyais des palais. Il y avait comme ça un assemblage qui se faisait, un message que, que j'ai reçu. Et ça m'a mené direct quoi, vers Chambord. Donc c'est en fait une expérience intérieure. Enfin, je ne dirais pas que c'était quelque chose de mystique parce que c'était vraiment très imparfait. Hmm. Euh, euh, il y avait quelque chose quand même de dérangeant. Ces images me dérangeaient dans mon fonctionnement habituel, Hmm. psychique. Donc, je ne savais pas trop sur quel pied danser. Et Et en vous, fait, j'ai compris rapidement qu'on me demandait finalement, si je peux le formuler ainsi, d'étudier, de passer à l'observation des châteaux de François Ier. Voilà. d'accord, donc d'aller sur place voir donc le château de Chambord. C'est ça, voilà, oui, c'est exactement. Donc, j'ai commencé à me déplacer pour voir le château de Chambord, quoi. Mais ça m'a passionné très rapidement, quoi. Hmm. Je sais que dans votre radio, on s'intéresse à la réincarnation. Donc, je suis persuadé que, Je- J'allais y venir, voilà, c'est pour ça, vous m'avez voilà, pris le cours. je suis persuadé que en fait, j'ai connu ces châteaux dans une vie passée et que je ne fais que les retrouver. Voilà, ce qui explique l'intérêt que j'ai pour eux et aussi disons, les observations et les découvertes que je fais. Allez savoir, peut-être une vie antérieure. En général, dans ce genre de vision, oui, on peut appeler ça des visions, un genre de message, sûrement un guide ou deux qui vous appelle à continuer une aventure sûrement commencée du temps de la construction du château de Chambord, allez savoir. Exactement, oui. Mais oui, c'est ça. Le problème, c'est que je ne suis pas quoi, un véritable médium. Et donc, les images que je captais quoi, étaient mélangées de bons et aussi de mauvais. Donc, D'accord, oui. j'ai tendance à me prendre un peu les pieds dans le tapis. Ouais, mais c'est pas évident à gérer tout ça. Et quand on prend ce type d'image, il faut savoir gérer tout ça. Et même sans être forcément médium, il y a même des médiums qui le gèrent très mal, hein. Donc ça, je peux vous le garantir. Ouais.
Donc, vous en venez donc à Chambord et arrivé à Chambord, qu'est-ce qui se passe? Alors, oui. Bah, écoutez, arrivé à Chambord, je ressens un sentiment de familiarité. Hmm. Je ressens que je suis un petit peu, enfin, je veux dire presque chez moi, que ça me parle directement. C'est une émotion puissante, large. Je suis profondément ému à Chambord. Il y a un ressenti très fort. Il y a un ressenti qui vous prend par les tripes, hein, si on peut dire Exactement. ça comme ça. Et ça m'est arrivé à Chambord, par exemple, même de m'écrouler en larmes. Vous voyez, j'arrivais à Chambord et de m'effondrer dans une émotion qui me submergeait, quoi. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant pour les autres, quoi, c'est que au passage, je, intellectuellement, il se passait quelque chose également, quoi. J'arrivais à comprendre ce château. En voyant comment il était construit, comment il était agencé architecturalement, j'arrivais à me dire, mais tiens, c'est bizarre, ici, il y a un quartier du donjon qui a été bâti à l'envers, ici, il y a un F qui est à l'envers. Ici, il manque le mur. Si la symétrie avait été parfaitement respectée dans la construction, le, le mur devait être, enfin, après je l'ai lu dans un livre évidemment, le mur devait être 2 mètres 40 plus loin, mais il a été bâti 2 mètres 40 en retrait. Et je, je me suis dit très rapidement comme euh, qu'il devait forcément y avoir des explications, que tout ça devait mener à quelque chose, que toutes ces anomalies du plan de la construction avaient forcément des raisons d'être, et que D'accord. Ouais. ça n'avait pas été fait au hasard. Non, parce qu'en fin de compte, tout ce qui est dans tous ces codes cachés, il n'y a pas de hasard, il y a toujours un sens profond, un sens, on va dire, hermétique. Et donc, ce château a quelque chose à révéler, en fin de compte. Exactement. Je vais monter un peu le son de votre voix. D'accord. Donc ce château a quelque chose à révéler, mais qu'est-ce qu'il a de si important à Alors, révéler? le château de Chambord est très important, d'abord parce que c'est le plus grand des châteaux de la Loire. Hein, c'est D'accord. pas un petit château à 2 balles. Hmm. Non, c'est vraiment c'est le palais, quoi. Hein. Chambord, c'est le château de la Loire avec une majuscule. Euh, Deux, on peut constater que le roi François Ier n'avait aucune raison de bâtir un château ici, puisque c'est à 20 kilomètres de Blois. À Blois, il y avait déjà un château des rois de France. Il n'y avait pas besoin de rajouter le super monument en pleine nature, en pleine campagne. Mais c'est pourtant ce qu'il a fait. Il a bâti Chambord là où, en fait, personne ne lui demandait de le faire. Ça ne, ce château n'a jamais vraiment servi à rien. Surtout que c'est dans un endroit qui n'est pas spécialement fait pour mettre un château au niveau du territoire, au niveau du terrain, je crois aussi, il me semble. Exactement, puisque au départ, il y avait des marécages. Oui, en plus, donc c'est pas vraiment le top. Donc il fallait vraiment qu'il y ait une raison majeure pour mettre, pour construire ce château ici. Est-ce que les historiens de l'art habituellement disent que Chambord était bâti pour être un rendez-vous de chasse, ce qui est en fait une hypothèse un peu simple pour se débarrasser de la question. Bien sûr. Enfin, ils reconnaissent aussi, attention, les historiens diplômés, ce que je ne suis pas, reconnaissent que le château de Chambord pose une énigme, hein, Mm. de par, oui, de par son gigantisme, quoi, et son emplacement. Alors, on peut dire aussi, est-ce que François Ier avait une petite amie, Oui, hein, ça c'est le côté secteur people. public? Oui, C'est bien sûr une explication qui ne tient pas. oui, le côté carnet rose, oui, ça c'est ce qui vient toujours en premier lieu, mais pour un petit peu pour se débarrasser du reste qui est un peu moins évident à expliquer pour les historiens un peu plus rationnels, quoi. Donc voilà, on se trouve aux prises avec le super château de la Renaissance. François Ier a passé tout son règne à le bâtir. Hein, il est la personne vraiment qui a voulu bâtir ce monument. Il a mis les fonds tout au long de son règne pour que les travaux avancent. En fait, c'est vraiment n'importe où, quoi. Donc, il devait forcément avoir une raison.
pour placer ce mastodonte de pierre là où il l'a fait. Exactement là où il est, sur un marécage. Et en fait, on sait que de nombreux ouvriers sont morts pendant Mm. la construction. Mm. On va Voilà, et parler donc, un petit peu de. On va essayer d'évoquer un petit peu aussi François Ier, qui est un personnage qui, quand même, qui est assez particulier dans l'histoire de France. On a surnommé, il avait pour symbole la salamandre. exactement. Et la salamandre, pour ceux qui étudient un petit peu l'alchimie, c'est un symbole assez fort, vu que c'est un symbole alchimique en plus. Oui, la salamandre, donc ça fait euh, la salamandre qui est représentée sur le château de Chambord, il y en a 700 ou 800, pardon, n'est pas la salamandre naturelle. Oui. Ça, elle est représentée en fait comme une sorte de dragon, parfois d'espèces de corps de chien ou de chat, Mhm. qui se retourne en arrière et qui crache une flamme. Ce qui fait que, comme vous le mentionniez, en alchimie, effectivement, la salamandre est le symbole du feu. Oui, oui, et le symbole, oui, oui, c'est-à-dire que quand les alchimistes les alchimistes opératifs, en gros, ils font appel aux élémentaux, dont la salamandre, pour attiser le feu, quoi, pour que le feu agisse sur le creuset. Ah oui. Ce qui fait que on croyait que la salamandre pouvait vivre dans le feu et donc qu'elle ne brûlait pas. Voilà. Espérons quand même qu'il y a pas trop de personnes qui ont balancé une salamandre dans le feu. Non, Vérifier. non. On va vérifier. Donc François Ier, donc le personnage qui est, est-ce qu'on peut dire que, est-ce qu'on peut dire que quand même il avait un lien assez profond par rapport à l'ésotérisme. Oui, voilà, c'est-à-dire, je pense qu'on peut voir en François Ier un personnage qui était vraiment très très intéressé par ce qui était secret, par l'aspect secret de la royauté française. Et donc, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a très très certainement, en bâtissant Chambord et d'autres lieux, il s'est occupé de prolonger. D'ailleurs, avec certainement Léonard de Vinci, hein, qui a participé au plan de Chambord, c'est quasiment certain. Il a été intéressé pour perpétuer, continuer cette grande mise en scène ésotérique de la monarchie française. Et D'accord. Chambord en est la matérialisation la plus flagrante. Oui, parce que la famille du roi de France a quelque chose, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose bon qui on peut remonter par exemple à, on a beaucoup parlé des rois de France par rapport à l'histoire de Rennes-le-Château par exemple. Oh, Oui, bon, on va pas c'est évoquer Rennes-le-Château maintenant, mais c'est vrai que il y a pas mal de choses il y a pas mal de mystères qui entourent qui entourent les rois de France, hein, surtout à cette période-là. parce que euh, lorsqu'il était adolescent, quoi, lorsqu'il n'était pas encore roi, mais peut-être promis à ce titre, François de Valois a demandé à son éducateur Jean Tenot un traité de Kabbale. Et ça montre à quel point il s'intéressait à tous ces sujets un petit peu occultes. Mm. Et, après, lorsqu'il a eu dans les mains ce traité de Kabbale, il n'a pas vraiment été satisfait du résultat. Alors il a demandé à Thénault un second traité. Voilà. On peut remarquer aussi que après la bataille de Marignan, vous voyez, il y a eu une médaille qui a été faite et François Ier, et sur cette médaille est représenté avec un pendentif. Et sur ce pendentif, vous avez un sigle ésotérique. Mm. C'est en fait une croix à trois croisillons sur laquelle se trouve un S. Et plusieurs décennies plus tard, ce motif allait se retrouver au sommet du château de Chambord. D'accord. Voilà, sous une forme améliorée. Ça veut dire que déjà en 1515, on savait très bien qu'on poserait tel motif emblématique, ésotérique, énigmatique même, qu'on le poserait tout en haut de Chambord. D'accord. Et donc, ça veut dire que dans l'idée du roi de France, qui à ce moment-là avait quoi, 18 ans ou 20 ans, il savait très bien où il allait.
il savait très bien qui bâtirait son château, il savait très bien quel logo ésotérique il avait choisi. Vous voyez, c'est donc cette mise en place dans l'idée du roi était très précoce dès qu'il a été roi, et voilà, Oui, voilà, il savait qu'il avait pour mission de faire ça, quoi. Donc, qu'il avait c'est pour, ça. voilà, qu'il avait eu, donc qu'il aurait pour mission de bâtir ce château-là, en laissant donc ces messages-là à qui saurait les découvrir. Voilà, et en fait, très certainement que les discussions qu'il avait avec Léonard de Vinci, hein, qu'il avait invité à venir vivre en France, donc Léonard de Vinci était un grand initié. Alors là, bon, ben, on va peut-être l'aborder, Léonard de Vinci, parce que en termes d'initié, je pense qu'on n'a pas, il n'y a pas mieux, hein. En termes d'ingénierie et en termes d'invention, Exactement. c'est plus qu'un visionnaire. Et donc, on peut penser que les deux hommes ont discuté. On sait que vraiment François avait une grande admiration pour Léonard, Mm. qui appelait son père. Ouais. Donc, ils ont très certainement discuté de ce qui était possible, des moyens que le roi avait pour justement perpétuer ce code ancestral, en fait, de la monarchie française. Et là, il y a sûrement des idées fortes, quoi, des idées fortes aussi, Oui, oui. qui ont, euh, qui ont germé ensuite dans la suite du règne. Mais est-ce que ces codes ont... Oui, enfin, moi je pense que oui, mais ces codes dans l'architecture ont toujours existé depuis des millénaires, quoi. On peut même remonter jusqu'aux Égyptiens, jusqu'aux pyramides. Mais c'est ça. Alors, effectivement, bon, c'est surtout la grande pyramide qui porte vraiment un code que beaucoup de gens ont remarqué, son existence. Oui, parce que là on voit le... Bon, il y a pas mal de documentaires qui sont sortis là-dessus. Dont un que je nommerai pas, qui est très connu, parce que si les gens veulent, à mon avis, il est assez répandu. Mais il y a quelque chose qui nous... disons qu'il y a un lien commun entre vous et moi, dans le sens où on connaît tous les deux l'apport du travail d'un grand monsieur, qui est Guy Colmoni. Exactement, oui. Donc il faut rendre grâce quand même à ce monsieur qui a quand même apporté pas mal, euh, si on passe l'expression, pas mal de pierres à l'édifice, si on peut, vu qu'on est dans l'architecture, sur le travail des Égyptiens et sur les pyramides. Lui, c'est quelqu'un que je connaissais bien, Et Guy Claude. vous Oui. l'avez connu aussi, oui. Mm. Vous le connaissiez aussi? Non, 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 non. Moi, je ne l'ai connu que par les émissions qu'il a faites avec Jean-Paul Carton. C'est Mais ça. il a fait deux, trois émissions, mais les trois sont passionnantes. Et elles sont sur, d'ailleurs, ces émissions-là, moi je les recommande, elles sont sur le site YouTube de Akasha Web Radio. Et elles sont disponibles à l'écoute. Il en a fait trois, dont une avec Alexandra Schreyer. Ça. Et en fait, au début des années 90, Guy Claude Mouly, qui était colonel de réserve, donc qui était aussi dans le renseignement, hein, Oui, aussi, donc oui. très bien placé aussi donc pour savoir certaines choses un petit peu cachées, etc. Bon, il a collaboré avec Guy Gruet, et de leur collaboration sont sortis plusieurs livres. Voilà, c'était vraiment intéressant parce qu'ils ont fait avancer la connaissance du plateau de Gizeh avec la Grande Pyramide, le Grand Sphinx, en montrant comme la géométrie qui est encore d'ailleurs sous-tendue par ces pyramides et ce Sphinx. Et donc en donnant aussi le plan des salles souterraines. Parce D'accord. que leur idée, c'était que sous le plateau de Gizeh, il y a des salles cachées qui n'ont pas encore été découvertes, Mhm. qui un jour le seront, et qui livreront voilà, leur contenu. Et donc, ils s'inscrivaient quand même dans la filière, dans la suite du médium américain Edgar Cayce. J'allais venir, oui, voilà, parce que justement, ça permet de faire un lien oui, parallèle avec Edgar Cayce, qui lui est un médium qui a été là, enfin je crois que c'était dans les années 20 ou 30, me semble-t-il. Oui, ok, ça a fait on va dire des voyances, mais qu'il appelait des lectures, parce Des qu'il disait lectures, oui, voilà. Mhm. ça, des lectures, parce qu'il il lisait les annales akashiques. Voilà, et donc il Forcément. a œuvré, disons, en résumé, quoi,
enfin de 1900, 1910 peut-être, de 1910 à 1945. Et il a apporté pas mal de choses aussi au niveau de la santé aussi. Il a œuvré sur pas mal de choses intéressantes sur la naturopathie, me semble-t-il. Oui, oui, Mm. Et, c'est ça. et Edgar Cayce donc a beaucoup parlé donc des pyramides et me semble-t-il, il avait même donc prophétisé qu'on retrouverait, voilà, qu'on trouverait quelque chose sous ces pyramides. Alors, quand est-ce qu'on trouvera? Peut-être quand la civilisation sera prête, parce que c'est un savoir qui apparemment vient des Atlantes. C'est ça. Case avait dit que, qu'en 1998, Voilà, donc euh, on n'y est pas. Mais enfin bon, les prophéties, c'est jamais évident hein, dans le temps, hein. ça c'est clair, il disait que cette date avait été volontairement ciblée par les Atlantes et D'accord. que sous une patte du Sphinx, on découvrirait une pyramide souterraine qui était la salle des archives, voilà, des archives de la civilisation de l'Atlantide. D'accord. Alors en plus, il y a eu des travaux. En plus, récemment, il y a eu, je crois qu'il y a eu des fouilles hein, sous les, parce que je crois que Edgar Cayce avait prophétisé qu'on trouverait quelque chose sous le Sphinx. Si mes infos sont bonnes, ou si ce que C'est j'ai ça. vu, ouais, ouais, c'était sous une patte du Sphinx. Et il me semble qu'il y a eu quelques fouilles il y a quelques années, mais ils ont encore rien trouvé, quoi. Ce qui était amusant, c'est que bon, il y a une quinzaine d'années, ils avaient mis un mur qui, euh, qui rendait le sphinx invisible, en tout cas dans sa partie basse. Hmm. Et, quand le mur a été enlevé, on a vu que les pattes avant du sphinx avaient été refaites. Les pierres étaient particulièrement propres et blanches, impeccables. Ça veut simplement dire que si ils avaient trouvé quelque chose, ils ne l'auraient pas forcément dit. Ça c'est quelque chose d'important, hein. Oui, Ils avaient il peut plutôt, avoir trouvé et ne rien, ouais, et ne rien avoir dit, hein. euh, bon, si les gens qui s'occupent de la pyramide, de leur entretien, avaient trouvé quelque chose, bon, faut voir aujourd'hui avec cette technologie que l'on a, hein, tous les radars Hmm. pour sonder les volumes, sonder le sous-sol. On peut vraiment découvrir n'importe quelle cavité qui est là. Hmm. Mais si on trouvait quelque chose de vraiment surprenant qui décape la culture actuelle, par exemple des révélations sur la préhistoire, il n'y avait pas seulement des hommes qui se baladaient en peau de bête, mais il y avait aussi Ben, des il y a gens qui... l'avant-préhistoire, oui, parce que bon, l'histoire des Atlantes, c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui est assez puissant et qui remonte à plus de 10 000 ans, me semble-t-il. 20 000, enfin, je ne veux pas dire de bêtises, hein. Oui, Case disait que l'Atlantide avait sombré environ, enfin environ quoi, à moins 10 400. À moins de 10 400, d'accord. Hmm. Oui. Enfin, ça c'est la création de la Grande Pyramide, quoi. Et l'Atlantide aurait sombré aussi aussitôt après. Une, une chose intéressante aussi, c'est qu'Edgar Cayce, c'est dans son livre aussi, et dans ses écrits, où justement il explique un petit peu l'apparence du sphinx, dans le sens où il disait que les Atlantes faisaient pas mal de manipulations génétiques, hommes-animaux, et que, en fin de compte, le sphinx serait une sorte de résurgence, euh, une sorte de témoignage de création atlante, c'est-à-dire moitié lion, moitié humain. Mais oui, il disait que le sphinx symbolisait la double nature. Oui, ça peut symboliser ça aussi, hein, voilà. Et, moi, j'avais lu ça, je ne sais pas si c'est Edgar Cayce Euh, qui l'avait dit. à savoir que le sphinx symbolisait l'évolution de l'homme, quoi, de l'animalité vers le statut Ça, pleinement humain. ça peut symboliser ça aussi. Hmm. Ça, Pour, ça peut symboliser aussi la constellation du lion. aussi. Mais justement, quand on cherche tous ces codes, est-ce qu'on peut pas se laisser, est-ce que parfois on se fait un peu embrouiller justement par, il faut faire un petit peu attention à faire la part des choses entre, tiens, ça peut signifier ça, ou bien ça, ou bien ça. C'est qu'il y a Alors, tellement de sens à pas mal de choses qu'on peut se faire un peu embrouiller un petit peu l'esprit, quoi. oui et non, parce que, en fait, à mon avis, il est tout à fait vrai que un seul élément, une seule donnée, ça peut signifier plusieurs choses en parallèle, des choses qui ont vraiment été calculées, prises en compte par les bâtisseurs, par les constructeurs. Ça, parce que dans toute cette histoire de code de l'architecture qui accourt depuis la Grande Pyramide, donc depuis la submersion de l'Atlantide, eh bien,
c'est un peu un super code. C'est un peu un grand travail intellectuel quand même qui est préalable. Tous ces monuments, dont la Grande Pyramide et tout ce qui est venu après, aussi surprenant que ça paraisse, c'est le fruit, c'est le fait de gens qui réfléchissaient beaucoup. Ils réfléchissaient beaucoup, ils calculaient beaucoup. Et donc, les différentes symboliques, les différentes extrapolations qu'on peut faire ne sont pas forcément fausses. Ouais. D'accord. Donc il y a une sorte de, en fin de compte, tous ces architectes, il y a une sorte de tradition ésotérique, en fin de compte, dans tous ces architectes de l'Antiquité. À mon avis, quoi. C'est un peu comme si, bon, il a toujours eu, quoi. C'est-à-dire que l'Égypte ancienne a été héritière de l'Atlantide. Hein. Bon, c'est Case aussi, ou Casey, qui disait que les Atlantes étaient venus vivre en Égypte. Certains d'entre eux, quand ils ont su que leur continent allait disparaître, parce qu'ils faisaient. Oui, pour redonner, voilà, pour relancer un petit peu, voilà, pour redonner le savoir et pour lancer une nouvelle civilisation, quoi, en gros, avec les bases du savoir atlante. Ça. C'est-à-dire que l'idée, une des idées quoi, essentielles qui soutient mon travail, c'est que donc beaucoup de choses viennent du passé. Ça vient des civilisations antérieures à notre civilisation, à nous, antérieures même à l'Égypte, à la Grèce et à l'Empire romain. À Mm, savoir qu'il aurait existé une ou des civilisations qui avaient déjà développé un haut niveau culturel. mm, Et donc ces civilisations, comme elles savaient qu'elles disparaîtraient, comme elles avaient quand même une certaine sagesse ou certains pourcentages de population parmi elles, eh bien, ils ont déposé à droite, à gauche, euh, des données, des bibliothèques, bibliothèque, oui. des archives, Mm, voilà, pour que les gens qui les suivraient puissent en bénéficier. Là, ce qui a été le cas. Et donc, le plateau de Gizeh, c'est l'expression de cela. Mais il est étrange de constater que même les bâtisseurs de l'ancien régime français, ils semblaient tout à fait être au courant de ce que je viens de dire, comme mm. s'il y avait eu une transmission cachée au fil du temps, non seulement au fil des siècles, là, peut-être simplement au fil des millénaires, avec l'hermétisme. Oui. Mm. Ou alors, est-ce que les hommes de la royauté française avaient retrouvé des archives, des documents en se baladant en Égypte, en se baladant à droite à gauche, à Jérusalem? Ils auraient pu aussi retrouver certains documents, certains objets. Par rapport peut-être aux Templiers. Les Templiers, par exemple, Mm. aussi des ambassadeurs que la royauté envoyait. Vous Mais savez, c'est étrange, hein, enfin c'est étrange, je dirais même qu'il n'y a pas de hasard, ce lien qui est entre le pouvoir en France et puis l'Égypte, quand on pense surtout on pense surtout aussi à François Mitterrand, quand qui était assez attaché à la culture, je dirais, à l'ésotérisme et puis à la culture égyptienne au point d'avoir refait cette pyramide du Louvre. voilà, moi, par principe, je ne touche pas quoi, à ce qui se bâtit actuellement. Je me limite au passé, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Ah ben c'est déjà assez compliqué comme ça, oui. Donc, Euh, effectivement, on peut trouver extrêmement étrange qu'au milieu du Louvre, quoi, au centre du dispositif, en symétrie, quoi, il y ait une pyramide qui soit homothétique de la grande pyramide de Gizeh. Ça sous-entendrait que François Mitterrand appartenait à un groupe secret. oh, mais il était très attaché à l'ésotérisme, hein, ça c'est clair et net. Oui, oui. D'ailleurs, je pense que même quelques mois avant les élections de 81, il avait fait un petit tour à Rennes-le-Château. Il y a une photo de lui qui circule, hein, sur le net où on le voit justement, une photo qui est assez anecdotique où on le voit devant le bénitier qui a l'apparence du diable. On voit une photo de lui de profil devant ce bénitier. C'est Ça résume un petit peu voilà tout l'esprit Mitterrand quoi, en gros. Et donc pour revenir
pour revenir à l'architecture, est-ce que Chambord a été le seul lieu que vous... Non, il y a eu plusieurs lieux quand même que vous avez pu étudier, parce que Chambord peut amener à autre chose. Exactement. Donc j'ai commencé là. Par la suite, quand j'ai vu les autres châteaux de François, à savoir Fontainebleau, le château complètement oublié aujourd'hui de Villers-Cotterêts, Villers-Cotterêts. Hmm. Euh, voilà. Par la suite encore, bon, évidemment, je devais aller à Versailles. J'ai pas manqué de le faire. Je n'ai pas été déçu. J'ai touché aux cathédrales, Reims, Beauvais, Chartres. Je suis allé- Alors Chartres, je pense qu'on peut s'arrêter dessus parce que c'est à mon sens une des cathédrales, enfin, c'est une des cathédrales les plus hermétiques et les plus ésotériques qu'il puisse y avoir en France. Alors déjà d'une part, elle est orientée, plutôt qu'elle soit orientée vers l'Orient, elle est orientée vers le nord-est. Chartres. Oui, Oui, non, je n'ai jamais remarqué ça, que Chartres était orienté différemment des autres cathédrales. ouais, elle est orientée vers le nord-est. Elle est orientée. Ouais. Alors, elle serait orientée, enfin, elle serait même, elle est orientée parce que quand on voit le plan vers le nord-est et elle est, en fin de compte, elle est orientée vers l'axe du solstice d'été. Ça. Alors, si vous voulez, il faut voir aussi qu'il y a, concernant le cathédrale, tout ce qui est connu, quoi. Il y a aussi tout ce qui n'est pas connu. Ah ben Donc, oui, évidemment, oui. oui, c'est ça. Donc, les gens se sont beaucoup emparés de Chartres. Les chercheurs en ésotérisme, ils ont remarqué certains trucs avec Chartres. L'Arche d'Alliance est représentée à Chartres. Le plan de la Euh, cathédrale de Chartres. et les symboles du zodiaque aussi. Je pense, une des, je ne vais pas dire bêtises, mais je crois que c'est la seule cathédrale où il y a les symboles du zodiaque. Parce que le zodiaque et puis le catholicisme, a priori, ça fait deux, quoi. Hein. Donc c'est, à mon sens, la cathédrale la plus, je dirais, la plus païenne presque, non? Euh, vous avez un ce zodiaque aussi, par exemple, à la cathédrale d'Amiens. Ah d'accord, ok, d'accord. Oui. Vous avez raison de parler du zodiaque à Chartres, parce qu'en fait, il y a pas un zodiaque à Chartres, il y en a même Il y en trois. a plusieurs, voilà. Ouais. Hmm. Je, non, je veux dire que, vous savez, il y a pas simplement la cathédrale de Chartres qui comporte une codification et des éléments Ah non, il y en secrets. a plusieurs, oui. Non, c'est-à-dire que tout le dispositif des cathédrales, en fait, comporte le code des pièces de puzzle. Hmm. Alors, le fait que ce soit pas vraiment mis à jour encore aujourd'hui, ça fait que les gens visitent, les gens s'y intéressent ou pas, mais passent à côté. Donc, il y a énormément de choses encore qui seraient déterrées intellectuellement, parce que c'est très très riche, hein, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Donc, Oui. identiquement, bon, c'est parce que bon, en alchimie, on va vous dire la cathédrale de Paris. Oui, là, ce motif-là est alchimique. Et si quelqu'un dit ça et a un certain charisme, après, c'est repris. Non, c'est-à-dire, il- euh, ah, c'est- si on dit ce motif-là, il est alchimique parce que, vous voyez, ici, il y a un lion, donc c'est le lion vert, Le lion donc vert, oui. c'est le soufre. Voilà. Mais ça n'exclut pas que des tas d'autres statues à côté, dans la même cathédrale, sont, appartiennent au même ensemble. Donc, ça fait un tout. Hmm. C'est le même code. D'accord. C'est pas parce que personne, pour l'instant, ne l'a expliqué que ça n'existe pas, quoi. Mais, Tout donc, reste à découvrir. ça reste à découvrir, ça reste à dire. Hmm. Donc, les cathédrales, dans l'ensemble, forment d'ailleurs un ensemble, Oui. forment un tout. Il n'y a pas quelques sculptures simplement qui portent une codification, mais tout a été pensé, quoi. Tout a été voulu, mis en place sur le papier d'abord, intellectuellement, pour qu'un grand message soit déposé, soit perpétué et qui soit transmis au futur. Voilà. Alors moi Donc, j'ai vu une info, peut-être que vous la connaissez. Justement, c'est en faisant des recherches sur Chartres, parce que Chartres j'y suis allé aussi, j'ai pris quelques photos, donc j'ai repéré un petit peu des choses assez intéressantes. Et en me renseignant un petit peu plus, je suis tombé sur ça, sur le fait qu'il est intéressant. Voilà, c'est une phrase que j'ai copiée j'ai quelque part sur un site qui analyse Chartres. Il est intéressant de remarquer que le nord de la France présente un ensemble de cathédrales des XIIe et XIIIe siècles, toutes dédiées à Notre-Dame, dont la disposition rappelle celle des étoiles de la constellation de la Vierge.
telle qu'elle devait être au moment de la naissance de Jésus. Eh oui. Est-ce que ça vous parle? J'ai vu cette information aussi. Non, ouais. Je n'ai pas spécifiquement bossé sur cette question-là, Mhm. mais oui, Ah, bah, il y a un mirage qui passe dehors. Voilà. ouais, voilà, ok. Euh, Effectivement, c'est possible, ça, cette histoire, parce que effectivement, les bâtisseurs de cathédrales s'occupaient beaucoup du ciel, et donc de refléter le ciel sur la terre. Mhm. C'est effectivement plausible, mais je n'ai pas vérifié personnellement. Mais oui. Sur Chartres, vous avez découvert quoi? Sur Chartres, par exemple, je me suis intéressé au roi David. Au roi David, d'accord. Oui, parce que, à Chartres, vous avez deux galeries des rois. Vous avez une sur la façade ouest, la façade principale. Oui. Vous en avez une au sud du transept. Mhm. Dans les deux cas, bon, les rois ne disent pas qui ils sont, comme d'habitude. Hein, quand vous avez des galeries des rois dans les cathédrales, ils ne portent pas spécialement d'emblème. Vous avez juste un personnage neutre, la couronne, La couronne, oui. le sceptre qui est porté. Mais sur la façade de Chartres ouest, vous avez un des rois qui est, enfin, disons, debout sur un lion. C'est intéressant parce que le roi David, avant de devenir roi justement d'Israël, appartenait à la tribu de Juda, dont il est devenu le monarque. Mhm. C'est cette tribu ayant pour emblème le lion. Oui. Mhm. Voilà. Et bon, on peut remarquer aussi que ce roi qui est debout sur un lion, donc par rapport aux autres personnages, il est surélevé. Vous voyez, il n'est pas au même niveau, mais il est placé plus haut. Un peu plus haut, oui. Et pourtant, il n'est pas plus grand, quoi. Il devrait dépasser. Sa tête devrait dépasser. Mais en fait, non, il est au même niveau de tête que les autres rois à côté. Ça veut simplement dire qu'il est petit de taille. Et la Bible mentionne que le roi David était petit. Voilà. Donc, ce sont deux indices qui laissent entendre que ce personnage qui se démarque des autres rois parce qu'il est debout sur un lion, parce qu'il est plus petit, quand on y réfléchit, ce pourrait être ou c'est le roi David. D'accord. Ça c'est vraiment c'est comme ça que je procède. C'est-à-dire, je vois les éléments qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de la symétrie. D'accord, Pourquoi oui, oui. Mhm. oui, C'est pourquoi ce personnage est-il comme ci, comme ça? Et il y a forcément une explication. c'est Donc, d'ailleurs, oui, le fait que ça sorte de la symétrie, c'est d'ailleurs ce qui vous, c'est une chose qui est assez flagrante en plus sur Chambord, hein, parce que voilà. sur je dois, pour les personnes qui veulent en savoir plus, d'ailleurs, j'ai ici, donc vous avez sorti 2 DVD, et Chambord, on en parle plus sur le premier DVD, Le secret de François Ier, qui est ici, voilà, je le montre, un petit coup de pub. Mais je vous remercie. Oui, ce film-là, quand même, retranscrit les principales découvertes. Enfin, une bonne partie concernant, oui, c'est ça ce qu'on peut appeler le secret de François Ier. Hmm. Mais vous voyez, c'est pas de la philosophie, quoi. C'est pas. Non, mais Une- c'est très technique, hein. C'est pour ça que c'est pas c'est ça. évident. C'est qu'il faut vraiment regarder, il faut vraiment se concentrer, puis et puis se laisser emporter par les explications, parce que on aborde donc justement le côté non symétrique, on aborde aussi le carré magique qui est à l'intérieur du château de Chambord. Ça, vous pouvez me l'expliquer? Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus une synthèse de ce qui est déjà connu, quoi. Ce sont des éléments novateurs. Hmm. Voilà. Mais effectivement, comme vous le disiez, on a du mal souvent à s'extrapoler de ce qu'on connaît déjà, de ce qu'on croit être la vérité. Et il est difficile de découvrir une autre vérité, quelque chose d'important qui n'est pas encore connu et que l'on met sous nos yeux. Hmm. On peut très bien ne pas y croire en se disant c'est pas possible. Personne n'en a parlé avant. Pourquoi lui il aurait raison tout seul? Voilà. Mais peut-être simplement parce qu'il est le premier qui en parle. Bah, c'est le premier qui a peut-être posé l'œil là où d'autres voilà, là où d'autres ne font pas attention. Il suffit qu'il y ait un œil qui regarde un petit peu plus, et il suffit qu'il y ait aussi un petit coup d'inspiration. Alors, si vous voulez, le château de Chambord est un carré. Les murs sont bâtis de façon à délimiter l'infrastructure du plan, qui est un grand carré. Hop, c'est un coup de Le vent. carré étant découpé en 25 cases.
Donc ça fait un carré de 5 sur 5. Voilà, donc comment ne pas penser à ce moment-là au carré magique de 5? Ouais, ouais. Parce que là, dans ces carrés-là, les 25 premiers nombres sont distribués et dans un ordre précis, de façon à ce que les sommes dans le carré de toutes les lignes, colonnes et diagonales, fassent 65, le même nombre. C'est pour ça qu'on appelle ça un carré magique. Donc par exemple, le centre du carré, c'est toujours le nombre 13, qui se retrouve au centre du carré magique de 5. Or, le centre du donjon de Chambord, c'est le carreau, le carré, dans lequel se trouve le grand escalier, le double escalier, dont le plan est certainement dû à Léonard de Vinci. Hein. Voilà, et on en arrive à comprendre que le nombre 13 est important à Chambord, et que c'est un peu une clé de compréhension du message Chambord. 13, voilà. Et D'accord. c'est pensé, c'est très très au point intellectuellement. Mhm. C'est une série d'indices, par exemple, l'F inversé, parce qu'il y a un seul F qui est à l'envers, hein, parmi beaucoup d'F, hein, l'initiale de François Ier, le, Oui. la lettre F, ce qu'on appelait le chiffre du roi. Mhm. Et puis, vous avez un parmi 200, etc., qui est sculpté à l'envers. Et en fait, il est donc à une certaine distance du centre du grand escalier, qui est de 1,3 fois 13 mètres. Vous voyez, je suis allé sur place, hein, j'ai vérifié. Oui, oui, parce que vous vérifiez, oui, parce que la moindre des choses, justement, c'est de vérifier donc ce qu'on apporte comme, voilà, comme révélation, quoi. Exactement. Donc, est-ce qu'il est complètement fou de dire qu'à l'époque de François Ier, en 1520-30, les bâtisseurs mesuraient, calculaient leur plan en mètres, alors que cette unité de mesure n'est venue au jour à peu près qu'en 1790, de façon officielle. Mhm. Voilà, c'est ça, parce que beaucoup de gens, à ce moment-là, décrochent, se disent, mais il dit n'importe quoi, c'est du Coran n'importe quoi, puisque, je connais la formule, Oui. puisque c'est pas possible, il est impossible que le maître soit là en 1540. Mais là, il faut se méfier, parce que si quelqu'un arrive avec des faits, quoi, à Mhm. montrer que le maître est là, il est là, quoi. Je veux dire, peu importe la théorie, peu importe ce que les autres croient, peu importe ce qu'on croyait. Non, non, mais je vois ce que vous voulez dire, oui, Mais parce que bah, après, libre à, oui, libre à ceux de rester dans leur. Il y a des gens qui vont voir une certaine vérité en face, mais qui vont refuser de la voir. exactement. Parce que je sais que beaucoup de gens ne peuvent pas accéder, quoi. Non, 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 mais ça fait Parce penser, que, bah, pour parler d'un autre sujet, enfin, pour parler, moi, ça fait penser justement euh, à ce scientifique que j'avais vu une fois dans, j'ai pas le nom, mais que j'avais vu une fois dans une émission. Vraiment, mais contre tout, on lui parlait des ovnis. Bon, là, c'est pour parler d'autre chose. Et on lui parlait, mais bon, vous pensez pas que les ovnis existent? On dit non, non, ça n'existe pas, tout ça. Mais si vous envoyez un qui atterrit devant vous pour le vrai, là, comme ça, qu'est-ce que vous feriez? Et lui a répondu de manière honnête. Eh ben, la première chose que je ferais, c'est que je tournerais la tête. ah oui, ah oui, alors, Donc, évidemment. au moins, il a été honnête, mais ça signifie bien que quand on n'est pas prêt à voir, même s'il y a quelque chose qui éclate, on dit en vérité devant nous, si on n'est pas prêt à la voir, on ne la verra pas. Ou alors ou bien alors on va se tourner, quoi. Parce que c'est inacceptable euh, de voir ça et on est dans une sorte de déni. Oui, c'est ça. Ça peut être assez inconfortable finalement de découvrir que des choses que l'on croyait vraies, quoi, sur lesquelles on avait l'habitude de s'asseoir, quoi, de se mettre debout. Il y avait un socle, une structure, une infrastructure. Ça peut être déstabilisant Hmm. de se rendre compte que c'est faux, quoi, que c'est pas toute la vérité, que comme d'habitude dans l'histoire humaine, les connaissances avancent, qu'on n'en restera pas à l'état où les choses sont connues en 2016. L'état de 2016 n'est pas le même que celui de 1916. Exactement. Et voilà, et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à le refuser, parce que c'est perturbant peut-être, et d'un seul coup, ça oblige à un effort. Pourquoi ça?
Pourquoi ça dérange certains? Ah bah si c'est tout le confort, c'est toute la structure psychique qui est mise en cause, puisque on se ressent comme une personne avec des croyances, quelqu'un qui Donc est habitué. ça remue le cocotier du dogme, de certains dogmes, quoi. Donc c'est un peu trop Oui, violent. oui, quelqu'un peut être choqué, quoi. Si on, enfin, choqué, si on lui dit le maître existait en l'an Oui, oui. 1500, parce que alors il peut très souvent réagir, c'est impossible, c'est vraiment des conneries, on nous prend pour des cons. Mm. Et, et donc, à ce moment-là, effectivement, il tourne la tête, il ne voit pas l'extraterrestre à côté de lui. Et voilà. Ça, il n'a pas à se remettre en cause. Pour, je reviens sur Chambord et sur les. Alors, vous avez étudié Chambord. Quels sont les autres châteaux que vous avez étudiés? Oui, je vais terminer juste un mot Oui, sur Chartres. On oui, avait oui, oui, je commencé. vous en prie. Mm. Voilà. Bon, je reviens à ça, donc la galerie des rois, hein, sur la façade de Chartres, vous avez le roi David, qui lui seul se démarque. Comme ça, on peut mettre un nom sur ce roi. Mais sur donc le transept sud, une autre galerie des rois, bon, pareil, ils sont tous neutres et indissociables. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas s'il s'agit des rois de l'Ancien Testament ou des rois de France. Mais il y en a un qui se démarque encore. Et on sait que c'est le roi David. Et parce qu'il porte une lyre. Il Une porte une lyre, lyre, oui. Mm. symbole traditionnel qui sert à désigner, quoi, à symboliser le roi David. Donc, dans les deux galeries de Chartres, le roi David surgit en quelque sorte quand on y réfléchit. Voilà. Donc, Mm. Vous de fil avez. en aiguille, comme avec ce genre d'observation, on peut arriver à progresser dans la réflexion. Voilà, et on se rapproche de l'arche d'alliance, quoi, qui est sculptée à Chartres et en symétrie. Donc, avec l'arche d'alliance, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le roi de David. Alors, Voilà, vous avez donc, fait beaucoup de recherches sur l'âge d'Alliance récemment. D'ailleurs, ce qui est marrant, de toute façon, c'est la même source qui dit architecture. C'est normal qu'on remonte jusqu'à l'arche, vu que vu que le mot arche fait partie est dans le mot architecture. exactement, il y a comme ça, à mon avis, quoi, une série de mots qui comportent un code qui se rattache à toute cette histoire secrète. Effectivement, l'architecture. Hmm. Sur l'Arche d'Alliance, vous avez fait. Bon, je ne sais pas si vous voulez dire les découvertes maintenant, ou alors si vous voulez nous en parler, vu que je crois que c'est une recherche qui est en cours. Dans l'Arche d'Alliance, il y a beaucoup à dire. Ce que je peux dire, c'est que j'aboutis à un faisceau de présomptions considérable qui me permet de dire que l'Arche d'Alliance est certainement cachée en un certain point du nord de la France, ce qui est le village de Feigneux, Mhm. à côté de Crépy en Valois. Voilà, ce sont certains monuments qui indiquent ce lieu avec une certaine précision. Alors, il faut déjà expliquer, peut-être que certains qui nous écoutent ne savent pas, bon, l'Arche d'Alliance, comment définir l'Arche d'Alliance. Ceux peut-être qui ont vu Indiana Jones, le premier, peuvent essayer peuvent comprendre. Vous pouvez un petit peu nous expliquer Voilà. Alors, c'est ça, tout le monde ne connaît pas. L'Arche d'Alliance, c'est un coffre. C'est le coffre dont Yahvé avait demandé la construction à Moïse. voilà, Voilà, donc c'est où vraiment se le trouvent coffre les tables des 10 commandements. qui contenait les tables de la loi. Mm. Ce coffre symbolisait vraiment pour les Israélites la présence de Dieu parmi eux. Ce coffre était d'ailleurs placé dans le Saint des Saints, hein, du temple de Jérusalem. Mm. C'était l'objet le plus important de toute la religion israélite. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que ce coffre pouvait sembler si important? Eh bien parce qu'on peut lire la Bible d'une façon parallèle, enfin, Oui. très clairement, quoi. Dieu parlait par l'arche. La voix de Dieu se faisait entendre du couvercle de l'arche, entre les deux statues qui étaient sur le couvercle du coffre. L'arche aussi pouvait léviter, elle décollait du sol. Oui. Mm.
l'arche crachait un feu, elle crachait du feu. Lorsque quelque chose ne lui plaisait pas, lorsque des gens la dérangeaient, eh bien, elle émettait du feu, ce qui tuait les opposants. Mhm. Cela fait que l'Arche d'Alliance était amenée sur les champs de bataille et d'innombrables fois à donner A la servi, victoire. oui, à conquérir. Donc, l'Arche d'Alliance, donc, par la voix de Yahvé, donnait des directives aux grands prêtres d'Israël. Et donc, on en arrive à se dire que l'Arche d'Alliance peut être comprise comme un coffre en bois d'acacia plaqué or, qui a disparu de la circulation au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mhm. Bon, tout simplement. Alors, mais son intérêt, c'est toujours pareil, hein, si on en accepte l'augure, c'est que l'arche était une sorte de machine qui fonctionnait avec le courant électrique. Mhm. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant. Exactement, oui. L'Arche d'Alliance aurait été une machine, donc il est forcément créé par une civilisation capable. Donc cet objet valait la peine d'être préservé, Mhm. parce qu'en une époque où les gens se baladaient, on va dire, juste avec une tunique, un couteau à la ceinture, n'aviez pas la moindre machine. Cet objet semblait vraiment merveilleux, ça semblait de la magie. Oui, oui, oui. Voilà. D'où son intérêt, et d'où très certainement son côté emblématique, qui fait on a tenu à le conserver. Cet objet a été en fait soigneusement conservé et caché en France, au final. D'accord, C'est mon avis. d'accord. Pour, euh, d'ailleurs, pour rester un petit peu dans ce... On a parlé de l'Arche d'Alliance, je sais qu'aussi vous êtes pas mal intéressé à Marie-Madeleine. Exactement, oui. Et là, quelques recherches qui ont abouti à quelques découvertes aussi. Voilà. C'est-à-dire que C'est-à-dire, je me suis dit à un moment donné, relativement récemment, il y a 2 ans et demi ou 3 ans, quoi, maximum, je me suis dit, puisqu'il y a un chiffrage des monuments, de certains tableaux, de Léonard de Vinci, de d'autres maîtres, certains textes manifestement comportent le même code, ces gens-là étaient branchés sur les mêmes informations, sur la même société cachée, secrète, eh bien, je dis le personnage de Jésus, pourquoi lui aussi ne serait-il pas apparenté à tout ça? Et effectivement, ça marche très très bien. C'est-à-dire que là, je remercie au passage Dan Brown, hein, qui a écrit le Da Vinci Oui, Code. oui, voilà. Même si ça reste une histoire, même si maintenant on sait que c'est quelque chose qui a été romancé, mais il a quand même amené les gens à s'intéresser à ça, quoi. N'oublions pas qu'il a repris des idées qui étaient quand même dans un best-seller des années 80, qui est l'énigme sacrée. Alors, justement, je fais référence. Alors, il y a ce livre qui est intéressant, et il y a un autre livre que justement j'avais de côté. Puis quand j'ai su que je faisais l'émission avec vous et que ça allait être abordé, il y a un autre livre de. Alors, je ne sais pas si je vais bien dire. Alors, Michael Bejant, Richard Leif et Henry Lincoln, qui s'appelle Le Message. C'est ça, c'est la suite. Quand ils ont vu que leur bouquin, l'énigme sacrée, marchait très très bien, ils ont concocté, je crois, une suite. Voilà, donc non mais c'est vraiment très intéressant hein, parce que c'est une autre lecture justement il y a ce qu'on appelle la lecture verticale de la vie du Christ et la lecture horizontale. La lecture verticale, c'est la lecture purement historique et la Voilà. lecture verticale, c'est la lecture un peu plus mystique. Ça, alors, n'oublions jamais concernant le Christ et toute sa saga, pardon, c'est que ça fait quand même 2000 ans. Donc, les textes que nous avons, que nous conservons, Oh qui oui, datent des premiers siècles, parfois certains très très anciens, pas forcément les textes qui sont dans le Nouveau Testament, étant les plus anciens, pas forcément. Vous avez des textes apocryphes, donc rejetés par l'Église, oui, de Philippe, ben, selon Marie-Madeleine, selon Philippe, selon Thomas aussi. qui peuvent être tout aussi anciens. Mais un texte peut être retouché, hein, on peut, bien sûr. Ben, en 2000 ans, forcément, surtout quand. Oui,
Donc, Surtout 2000 ans de règne de l'Église, elle a le temps de toucher et retoucher, voilà, surtout après deux conciles, hein. Il y a le concile de Nicée, le concile de Constantinople. exactement. C'est-à-dire qu'un monument, bon, il nous est transmis, une cathédrale, elle ne bouge pratiquement pas. Hmm. Le Et, mur est construit, il est vraiment là. voilà, et ça reste, L'église, voilà, ça reste statique et puis personne n'y retouche. Hmm. et, c'est sûr que Jésus n'est pas là en personne pour nous expliquer ce qu'il Mais en non. était de sa relation avec Marie-Madeleine. Donc évidemment, c'était tentant, et en fait, ils l'ont très certainement fait pour l'Église catholique. Bon, il y avait des dizaines d'évangiles sous les yeux, tout un panel comme ça des enseignements du Christ, des péripéties de sa vie. Ils ont sélectionné ceux qui les intéressaient. Ils ont Ceux qui les rejeté intéressaient et ceux qui allaient dans leur sens. ceux qui allaient dans leur sens, Hmm. exactement. Hmm. Donc, D'ailleurs, il y a une. J'ai retenu aussi, il y a une citation du pape Léon X, Moyen Âge, me semble-t-il. Le pape Léon X qui déclare, enfin c'est une citation connue, hein, voilà, qui a traversé un petit peu le temps. Léon X a dit: On sait de temps immémorial combien cette fable de Jésus-Christ a été profitable à nous et nos proches. Et c'est un pape qui le dit, ce n'est pas moi. oui. Alors, Alors, fable, bon, il y a- oui, mais, à mon avis, bon, Jésus-Christ n'est pas une fable. Je pense que ce non, non, personnage a vraiment existé, beaucoup plus encore qu'on pourrait le croire. Rien ne prouve d'ailleurs qu'il n'existe plus. Enfin, je me lance, hein, je me lance. allez-y, Mais oui, que ce pape ait dit ça, bon, alors beaucoup de gens s'emparent pour me montrer toute la perversité de l'Église. forcément. À mon avis, les hauts dignitaires de l'Église ont connu des choses, en bon pagaille, beaucoup de choses cachées, qui n'ont pas révélées, mais qui se sont retrouvées, comme d'habitude, codifiées un peu partout. Hein, c'est un peu une maladie, une obsession de codifier. Voilà, donc oui, l'Église a sélectionné ce qui l'intéressait dans la vie de Jésus pour en faire pour une présentation personnalisée qui arrangeait les hauts dignitaires, voilà, qui souhaitaient au passage avoir du pouvoir sur les gens, vivre dans un beau palais. Voilà, en fait, il me semble que concernant Jésus, tout n'a pas été dit. Hein. N'oublions pas que ce personnage est censé, d'après les premiers textes, quand même, avoir ressuscité. Hein. Euh, donc, s'il est ressuscité, bon, il serait mort après. Alors, il serait mort après, il y aurait une tombe en Inde, quelque part. Je n'y crois pas tellement, parce que les textes aussi, d'ailleurs retenus pour le Nouveau Testament, les évangiles canoniques, nous disent que le Christ va quitter ce monde, qui s'est élevé dans les airs, et comme ça, il a quitté ses apôtres. Mhm. Donc, il a dit aussi, il a prophétisé qu'il reviendrait. Les premiers chrétiens croyaient dans leur ensemble. Je pense que Jésus était le Messie, le Messie d'Israël, le Sauveur d'Israël et par extension le Sauveur du monde, qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament, dans la Bible, et donc qui devait jouer un rôle prépondérant. Il ne l'a pas joué il y a 2000 ans, puisque ça a mal tourné. Il s'est retrouvé cloué sur une croix. Ouais. Il n'a pas quitté ce monde sans préciser, si l'on en croit les vieux textes, qu'il reviendra. Il reviendra et il est vraiment celui que les prophéties ont décrit. Mhm. Et, donc d'après l'Apocalypse, d'après les multiples citations hein, du Nouveau Testament, Jésus doit revenir et régner pour 1000 ans. Et donc cette information, bon, qui me semblait saugrenue, hein, on peut dire oui. Et alors, eh bien, ça se retrouve codifié sur les cathédrales, justement par les zodiaques, à côté des zodiaques. Il y a plusieurs traditions actuellement qui attendent le Messie, hein, aussi bien les bouddhistes qui attendent Maitreya, le Bouddha, Maitreya, oui. un certain rôle salvateur. Les Arabes attendent le Mahdi. Mhm. Les Juifs n'ont toujours pas reconnu que le Christ, que Jésus était le Christ, justement. Ils l'ont rejeté. Donc ils attendent encore le Messie, leur Messie. Donc il y a une attente apocalyptique actuellement.
qui s'accompagne de l'attente d'un personnage salvateur qui doit venir ou revenir, jouer un rôle très important sur la Terre. Ce qui est étonnant, parce qu'on pourrait dire, bon, bah, ça, on s'en fiche, c'est un peu du folklore, mais ce qui est étonnant, c'est de constater à quel point les anciens y croyaient. Pour eux, Mais ça semblait une attendre, chose très très importante, quoi. attendre un personnage salvateur, est-ce que c'est pas un petit peu pour nous dédouaner, nous, qu'on, voilà, nous, on est incapable de se prendre en charge, donc c'est quelqu'un qui va le faire à notre place. Est-ce que c'est pas ça aussi, attendre un Messie qui va prendre tout en charge, toute la, entre guillemets, toute la merde qu'on crée sur ce monde-là, quoi. Oui, effectivement, on peut pas s'en remettre entièrement à un personnage qui va arriver, Hmm. qui va tout solutionner, et nous, on n'a pas besoin de bouger. Voilà, voilà, voilà. Bon, On va- voilà, on pollue tout ça, mais bon, de toute façon, on s'en fout, il y a le Messie qui va arriver puis et qui va régler tout ça. Écoutez, je vais dire un truc, mais je vais pas le diluer, mais je vais juste dire ça, c'est-à-dire que ce code, tout ce code qui inclut les monuments, le passé lointain de la Terre, qui inclut Jésus, ça inclut, dans une très bonne hypothèse, ça inclut ce qu'on pourrait appeler des extraterrestres, ou en tout cas une civilisation extérieure. Voilà. Hmm. Alors, c'est un peu un terrain glissant, mais voilà. Une très bonne hypothèse, c'est de penser que tout mène aux extraterrestres, justement. Bah, Et à ce glissant plus moment-là, ou ouais, enfin, disons qu'on commence à être un peu plus ouvert. Je pense que maintenant on commence à être un peu plus ouvert, à ça, même si maintenant le sujet extraterrestre, moi, ne m'intéresse pas trop s'il voilà. faut commenter des points noirs dans le ciel, quoi. Donc, si ça se limite à ça, moi, c'est pas très intéressant. Donc, Mais, hmm, dans une certaine perspective, euh, tout ce chiffrage qu'on voit un peu partout, enfin, en tout cas qui existe, on le voit, on s'y intéresse ou pas, on le comprend ou pas, mais il existe effectivement, ça mène vers un dévoilement, vers le mot apocalypse. Ça veut dire dévoilement, révélation. révélation, voilà, c'est la vraie, voilà, c'est la vraie signification du mot apocalypse, hein. D'une certaine façon, c'est la révélation des civilisations cachées. Ouais, Voilà. ok. Et je ferme la parenthèse. Les extraterrestres ont toujours existé. Enfin, ils ont toujours existé, oui, mais ont toujours été, je veux dire par là, ont toujours été présents dans toutes les civilisations. Oui, c'est-à-dire, dans toutes les civilisations, il a existé des dieux, voilà, des Ce qu'on êtres appelle, ouais, supérieurs, ce qu'on appelait entre guillemets, voilà, des dieux avec un X, voilà. qui sont des êtres qui ont des ailes, qui se baladent dans le ciel, qui ont des capacités, un savoir supérieur par rapport à ceux dont l'homme bénéficie. D'ailleurs, dans la Bible commence avec le mot Elohim, et le mot Elohim, c'est un pluriel. C'est un pluriel qui veut dire, disons que c'est un singulier pluriel. C'est pas évident parce que c'est une traduction donc hébraïque qui veut dire lui, les dieux. Oui, c'est d'ailleurs étonnant parce que le mot le plus utilisé dans la Bible, traduit par Dieu, quoi, c'est Elohim. Mhm. Qui, en fait, c'est comme vous le mentionnez, c'est les dieux. Voilà, Euh, c'est d'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors là, on arrive dans des choses folles. C'est-à-dire les secrets concernant Jésus peuvent dépasser l'imagination. Oui, parce qu'il est tout à fait clair que la forme, les mots qui se terminent par im en hébreu, Bah oui, ce c'est du sont pluriel. Mhm. c'est des mots pluriels. Donc, Elo, c'est de la racine El, c'est la divinité. Donc, s'il y a un hymne, c'est vraiment les dieux, quoi. Donc, quand les gens lisent une Bible en français, ils lisent Dieu a fait ci, Dieu a dit ça. Une traduction plus exacte, ce serait les dieux, quoi. Les dieux ont dit, les dieux ont fait. Ce qui, évidemment, révolutionnerait toute la compréhension biblique. Donc, pour revenir au château et cathédrale, est-ce que vous êtes intéressé aussi à la position euh, de ces architectures par rapport aux lignes telluriques? Est-ce que ça Non, donne des choses intéressantes par rapport à Chambord, par rapport
à Notre-Dame par rapport à tout ce que vous avez pu étudier? Là, non, je me suis pas intéressé à ça, à l'aspect vibration tellurique, magnétique. Mais je suis tout à fait sûr, néanmoins, hein, qu'il existe des énergies, des courants qui sont, qui se baladent à la surface du sol et qui peuvent être plus ou moins intenses en tel ou tel lieu. J'avais un ami, j'ai toujours, c'est l'écrivain Jérôme Maniaski, Mhm. etc. Et lui est passionné justement par cette histoire de géomagnétisme. Et une fois, on avait été à Chambord ensemble. Et alors, je me souviens il avait mis la main pour essayer de ressentir les vibrations, quoi. Donc, il avait dit, tiens, ici, il me semble que ça vibre assez fort. Mhm. Donc, c'est deux choses différentes, hein. Le côté énergétique d'un lieu, qui serait un lieu de guérison, de régénération, d'approfondissement mystique. Mhm. Cette facette, d'ailleurs, pouvant être, bien sûr, magnifiée par l'architecture en elle-même, puisque C'est- la façon dont les proportions générées par le plan, par les pierres, ça peut aussi créer des forces, il me semble, hein. Ça peut créer une certaine qualité vibratoire. Bah, disons que dans certaines villes, dans certains lieux, c'est pas par hasard si les cimetières sont battus à certains endroits, si les églises sont bâties à certains autres endroits. C'est il y a une recherche, je crois qu'il y a des personnes qui sont là aussi pour étudier l'énergie de certains lieux et dire, voilà, ici, ce serait bien pour voilà, pour tel type de lieu. Voilà, Mais donc ça, c'est une certaine perception quoi, de l'architecture qui est certainement réelle, parce qu'il devait forcément, en bâtissant une cathédrale, tenir compte de ce type ah ben d'informations. Chartres, c'est le meilleur exemple, parce que Chartres, apparemment, Chartres serait sur une ligne complètement tellurique, hein, Donc, Chartres, ouais, ouais. ce qui est, ouais, donc comme il y a aussi en parallèle une géométrie dessinée par les monuments, il fallait bien qu'ils tiennent compte des deux aspects. Hmm. Donc comment procédait-il exactement? Je n'en sais rien. Il fallait qu'ils arrivent à gérer le côté purement intellectuel, quoi, le côté le bâtiment se déchiffrera par rapport à d'autres bâtiments, par rapport à ses qualités internes, à sa structure, à son paramétrage. Et en même temps, oui, le lieu génère une certaine vibration. Et donc, nous allons aussi en tenir compte. Voilà. Vous avez, vous avez sorti un livre, je crois, sur Léonard de Vinci. Exactement. Léon- qu'est-ce que vous avez fait comme découverte sur... Alors voilà, lorsque j'ai commencé ça il y a longtemps, bon, j'étais fasciné par les extraterrestres. C'est un sujet qui me plaisait hmm. parce que ça semble merveilleux. Bon, à l'époque, je savais pas que en fait c'est l'objet d'un véritable blocage. C'est un blackout sur ce thème-là. Ouais. Même si quand même, depuis quelques années, ça a tendance à bouger, hein. Ah oui, oui, bah oui, maintenant il y a quelques... Oui, Donc, des personnes en résumé, j'avais vu d'une façon tout à fait rationnelle, hein, basée sur l'étude des tableaux de Léonard, hmm. donc sur des trucs précis, hein. C'est pas une vision, c'est pas de la philosophie, quoi. C'est pas de la science-fiction. J'avais vu que les principaux tableaux de Léonard, les plus connus, ceux qui étaient en France, qu'il avait ramenés en France lorsqu'il a été voir François Ier, eh bien, ces tableaux-là comportent des allusions, de, un montage, on va dire, à deux choses, quoi. Euh, C'est-à-dire, premièrement, les, euh, les, les vaisseaux volants, quoi. Ouais, ouais, Les oui, vaisseaux oui, volants. oui. Hmm. C'est la technologie volante qui n'existait pas à son époque. Et deuxièmement, les pilotes, les gens qui utilisent ces technologies. Hmm. Ça veut dire que, alors, ça veut dire que Léonard de Vinci, qui lui ne connaissait, n'avait pas sous les yeux le moteur, n'avait pas le courant électrique dans son appartement, n'avait jamais vu en principe un avion.
voilà, il a codifié dans ses principales œuvres la technologie volante, qui d'ailleurs le passionnait. Oui, parce qu'on le voit avec. C'est pratiquement lui qui a fait les premiers plans de ce qu'on appelle maintenant les hélicoptères, quoi, Voilà. avec les hélices. Mhm. Et donc, il a été l'ingénieur de la Renaissance qui s'est le plus intéressé à la technologie du vol. Alors que pourtant, bon, ça n'existait vraiment absolument pas. Mais lui semblait certain, il était tout à fait sûr qu'un jour, l'être humain saurait fabriquer. Fabriquer puis maîtriser ça. Ouais. Mhm. Donc, effectivement, il a dessiné une flopée de machines volantes, etc. Mais plus au-delà quoi, de ce qui est dans ses carnets, on le retrouve dans ses œuvres. Alors, le fond de ma pensée, c'est que de par sa relation avec deux rois de France, Louis XII d'abord, puis ensuite François Ier, Léonard de Vinci est entré dans un groupe occulte, une société secrète, Mhm. qui avait un accès, qui connaissait des archives concernant une civilisation disparue. Et cette civilisation disparue nous aurait laissé des connaissances, notamment sur les machines volantes. Voilà aussi. Alors, ça peut paraître surprenant. Des connaissances en termes. Des connaissances sur l'énergie, des connaissances sur des engins spatiaux, quoi. Oui, c'est-à-dire, en fait, l'Atlantide, dont on a parlé tout à l'heure, avait certainement développé une civilisation qui était quand même considérablement technique. C'était certainement pas des gens qui se baladaient en peau de bête. Ben non. D'ailleurs, je pense que c'est même ce qui les a perdus, d'ailleurs. C'est une mauvaise maîtrise de cette énergie-là, de ces énergies-là qui a amené à qui a amené à leur perte, non? Oui, c'était l'opinion, enfin, C'était Garquès qui avait. ça, c'est que Hmm. il se disait que l'Atlantide, en fait, avait subi trois destructions successives, étalées sur des millénaires et des millénaires. Et pratiquement, à chaque fois, c'était l'humanité elle-même, d'après lui, qui s'était détruite par Oui, sa qui s'était mis une propre. balle dans le pied en voulant, voilà, en voulant trop maîtriser. Et puis Donc ils ont. c'est un petit peu ce que l'on fait aujourd'hui. Mais c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Puis est-ce que on n'y court pas tout droit? Il est intéressant de voir les textes sacrés de l'Inde, le Mahabharata, Oui. et d'autres textes qui comportent des allusions à ce qu'on appelle les Vimana. Les Vimana qui sont vraiment des machines volantes qui auraient existé en Inde il y a des millénaires. Oui, oui. Il y a un livre de Fabrice Bianchin, Vimana, qui est sorti récemment. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'il y a des descriptions très précises, très techniques du moteur, du mercure qui est utilisé, de ces vaisseaux que les dieux avaient. On pourrait se demander si Léonard de Vinci n'avait pas eu un accès à ces textes indiens très anciens. Ah oui, oui, Euh, c'est pas possible. Ouais. il aurait servi par exemple de source d'inspiration, notamment quoi, ou la société secrète à laquelle il appartenait. Ce qui fait que lui ensuite aurait trouvé tout à fait normal de se lancer à la conquête spatiale en quelque sorte, Hmm. de, de, euh, de se mettre à vouloir absolument construire une machine volante. Bon, il n'y est pas arrivé parce qu'il n'avait pas le moteur. Le moteur n'existait pas à ce moment-là, on peut pas. On peut pas battre même avec des ailes accrochées sur les bras. Ben non. Non, c'est impossible. Il va manquer une force motrice. Voilà, donc s'il a existé une civilisation très ancienne qui avait développé une certaine technologie, jusqu'à quel point un mystère concernant le vol, où l'homme pouvait se déplacer plus ou moins dans les airs, Léonard de Vinci en aurait eu vent, il en aurait su quelque chose. Voilà, et donc d'où sa passion, sa frénésie, absolument, à vouloir absolument construire une machine volante. Léonard de Vinci, donc, aurait été initié. Il était, c'est tout à fait certain. Hmm. Léonard de Vinci n'était pas.
à mon avis, malgré le matraquage médiatique, n'était pas un génie universel. Il était un initié. Un initié, oui, on s'accorde bien sur le mot. Ouais. Oui, 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 exactement. Et C'est exact. initié bon, on parle de sociétés secrètes. Bon, certaines sociétés secrètes maintenant ne sont plus si secrètes que ça, vu Alors, que attention, hein, oui, attention, parce qu'une société secrète, vraiment secrète, on ne reste secrète. Oui, voilà. C'est- sait même qu'elle existe. ouais. C'est logique. Disons qu'il y a, bon, il y a eu tellement de, il y a eu tellement de choses là-dessus. Il y a eu l'histoire du prieuré de Sion, par exemple, qui était une invention une semi-invention presque. Enfin, je sais pas trop de Pierre Plantard. Non, le prieuré de Sion, c'est quand même une fumisterie, hein. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. C'est Plantard qui avait trouvé cette parabole. Peut-être Plantard savait-il qu'il a existé une société beaucoup plus authentique que celle qu'il a mise au point dans les années 50, je crois, mais qui en fait n'a jamais vraiment existé. Mais ça pouvait pas paraphraser quelque chose qui a vraiment existé. Disons qu'il a créé, il a créé enfin, cette fumisterie de priorisation pour faire appel à quelque chose d'autre, pour dire, bon, c'est une fumisterie, mais n'empêche que d'autres sociétés secrètes ont pu exister depuis même les temps égyptiens, il me semble. Euh, oui, alors ça, c'est la franc-maçonnerie, hein, qui est beaucoup inspirée de l'Égypte ancienne, hein. La Et franc-maçonnerie aussi, me semble, enfin, c'est pas si secret que ça, mais aussi, me semble, les Rose-Croix aussi sont pas mal oui, inspirés. c'est ça, ouais, les Rose-Croix aussi. Ouais. À l'époque des rois, il y avait deux ordres de chevalerie. C'était l'ordre de Saint-Michel et l'ordre du Saint-Esprit. Et vous savez donc que ça réunissait les grands du royaume. Le roi était le grand maître. Je ne serais pas étonné en fait que ces gens-là, dans leurs réunions secrètes, se partageaient comme ça, se communiquaient des informations top secrètes. Hmm. Et voilà, et réfléchissaient à la façon dont ils bâtiraient tel ou tel monument, la façon dont ils pouvaient faire progresser ce Et puis savoir. surtout une gestion, puis surtout une gestion du nombre d'or, c'est-à-dire Exactement. voilà, savoir bien l'appliquer dans toute œuvre architecturale ou en peinture ou autre. Exactement. Donc, tout cet édifice s'est écroulé à la Révolution. Parce que la structure qui favorisait quoi, la mise en place de ce chiffrage dans l'architecture, dans certaines œuvres écrites, dans certains tableaux de peinture, cette structure n'existait plus. Donc après, on est reparti sur des nouvelles bases. Vous savez, l'époque royale nous a laissé en dépôt subliminalement tout un tas de connaissances, un savoir caché, hermétique, Hmm. qui est encore en majeure partie inexploité aujourd'hui. Donc c'est dommage, voilà, Oui, de ne oui. pas aller dans les cathédrales, dans les châteaux, essayer de comprendre ce message, de comprendre ce que nos ancêtres nous ont laissé en héritage. Voilà. On n'a pas dit grand-chose sur Marie-Madeleine. Ah, Donc, à mon avis, il y a ce qui a été caché la concernant. C'est effectivement, comme le disait Dan Brown, qui avait repris Beckett, Leigh et puis Lincoln, c'est que elle avait été la compagne du Christ. La compagne est donc la mère de ses enfants. Ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans de multiples tableaux, hein, des siècles passés. euh, C'est un exemple de tableau, j'ai pas, vous avez un exemple de tableau où on peut retrouver un indice? je pense à, alors, vraiment le plus évident, quoi, un truc hyper simple, Juan de Juanes. C'est un peintre qui a dessiné la scène. La scène, c'est le dernier repas du Christ. Vous avez le Christ entouré de ses apôtres. Et le personnage qui est à sa gauche, c'est clairement une femme. C'est Oui, oui. alors, Que certains ont bien, confondu avec Jean. c'est ça, bien souvent, l'apôtre Jean, qui était considéré comme le disciple que Jésus aimait, Hmm. donc il est représenté d'une façon androgyne ou Oui, efféminée. Mais Juan de Juanes, lui, dans sa scène,
il a vraiment représenté carrément une femme, quoi. C'est un visage de femme. Oui, Et Jésus met son bras autour de ses épaules. d'accord. Ah bon, là, par exemple, il est clair qu'un tableau comme ça nous dit que le peintre croyait quoi, que Jésus avait une femme. C'est même pas à déchiffrer, c'est dit explicitement. Mais sinon, vous avez deux évangiles aussi apocryphes. L'évangile de Marie et l'évangile de Philippe, hein, qui sont des textes très très anciens. Bon, certes, ils n'ont pas été retenus par l'Église. Forcément, mais surtout Marie-Madeleine. Oui, parce que ces textes disent que Madeleine était la compagne, hein, en grec, la koinonos, c'est un mot un peu marrant, la compagne du Christ, et qu'il l'embrassait souvent. Voilà, et que elle était en plus une disciple prééminente, non pas un personnage subalterne de la vie de Jésus, mais une disciple vraiment de premier plan, qui pourrait même en remontrer aux apôtres masculins. Et forcément, une femme qui prend le dessus sur d'autres apôtres, ça ne pouvait que forcément déranger une église qui, depuis des millénaires, enfin depuis largement 2000 ans, est dans une sorte de misogynie. Il y a toujours été dans une misogynie qui a été dont dont le représentant de cette misogynie, c'est le représentant donc, de l'Église actuelle, c'est Saint Paul. On est dans une Église paulinienne actuellement. Exactement, oui. Ça remonte même à la construction de l'Église. C'est-à-dire qu'au début, il y avait l'Église effectivement de Paul et de Pierre, Oui, oui, Pierre. Oui. et puis il y avait aussi l'Église plus intérieure, l'Église plus mystique, l'Église gnostique. Et donc les textes qu'il a choisis, Ben justement, je crois que dans un des textes, il est dit aussi, il me semble qu'il n'y a pas besoin d'église pour prier Dieu. Donc forcément, ça ne pouvait pas aller, ça ne pouvait pas aller dans le sens du dogme de l'Église, quoi. Oui. oui, effectivement là. Et Tu puis trouveras oui, Dieu partout. Tu n'as pas besoin voilà, tu n'as pas besoin d'église pour trouver Dieu. Donc là, forcément, c'est pas bien, c'est pas génial pour l'Église voilà, pour rassembler le troupeau, quoi. et en fait, l'enseignement mystique, enfin, ésotérique de Jésus était incarné au début de l'Église par Madeleine, justement. Donc, c'est une des raisons qui fait qu'elle a été écartée pratiquement, quoi, et qu'on lui a affublé le titre de pécheresse, pour ne pas dire de prostituée. Oui, oui, voilà, ça c'est oui, Ça, c'était l'argument numéro un voilà. comme ça, on se débarrassait d'elle. Et donc, on peut trouver des tas de tableaux quoi, qui datent du Moyen Âge, de la Renaissance, même avant après, l'époque du Lumière, etc., l'époque classique, où les peintres qui donc avaient une commande de l'Église pour orner tel ou tel lieu. On voit des petits messages. Attendez, comment ça s'appelle? Donc, ce sont des détails. Vous avez par exemple une série de tableaux où Marie-Madeleine porte une coupe. Une? Une coupe. D'accord. Voilà. Et donc, de l'autre main, elle ouvre le couvercle qui surmonte la coupe. Donc, c'est comme si elle ouvrait le Saint Graal, Le Saint Graal, oui. parce que Pour ça, au Moyen Âge, le Saint Graal était, après avoir été différentes choses, est devenu une coupe, la coupe qui avait recueilli le sang du Christ. Et c'est Dan Brown qui ne se trompait pas, malgré les critiques qu'on a pu lui faire, qui disait que Madeleine était le Graal, dans la mesure où elle avait porté le sang du le Christ. sang, voilà, le sang réel. Voilà. Et donc la coupe qui avait recueilli le sang du Christ. Madeleine symbolise cette facette-là parce que voilà, le sang, dans l'ancien français, c'était associé fortement à la descendance, La descendance, oui, oui. génération. N'oublions pas aussi que Dan Brown n'a pas écrit une thèse.
Ah, c'est vraiment un roman. C'est un roman, c'est pas du tout un livre. Voilà, d'ailleurs lui s'en est défendu. Il a eu raison, il s'en est défendu de cette manière-là, hein. Moi, je n'ai fait qu'écrire un roman, hein, par rapport. Donc, ce n'est Donc, absolument pas un livre historique. il y a des tableaux comme ça, plusieurs. Là, vous avez Marie-Madeleine qui tient une coupe et qui soulève le couvercle. Donc, ça exprime bien l'idée qu'elle est en relation avec le Graal. Mm. Et que donc, si elle ouvre le couvercle, elle nous révèle ce qu'il y a dans la coupe. Et c'est un symbole. Elle nous révèle ce qu'il y a dans la coupe. Elle nous révèle les secrets du Graal. On peut remarquer aussi dans les crucifixions, les peintres avaient pris l'habitude de représenter bon, évidemment le Christ en croix. Alors c'est tragique. Bon, j'ai Saint Jean à droite Oui. et puis la Vierge Marie à gauche. Et puis vous avez le personnage au pied de la croix, Marie-Madeleine, qui est effondrée au pied de la croix, ceinturant la croix, à genoux. Et ça, dans des poses souvent d'ailleurs sensuelles. Mm. Ces tableaux-là, ainsi que d'autres, beaucoup de peintres ont exprimé comme ça la sensualité qu'ils, dont ils créditaient Madeleine. Et donc, à l'instant de perdre son l'être aimé, Jésus, voilà, elle exprimerait la nature de sa relation avec Jésus. D'accord. Voilà. Mais ce sont des jeux de mots. Euh, les tableaux sont codifiés, quoi, portent des messages secrets avec certains mots. C'est-à-dire que si l'artiste représente tel objet, on le nomme avec tel mot de l'ancien français. Or, l'ancien français est la langue européenne, au Moyen Âge, etc., Renaissance, qui a le plus essaimé. Oui. Donc, c'est comme ça que les messages sont communiqués. Ou par exemple, si vous avez un Saint Jean, Saint Jean est représenté, le disciple que Jésus aimait. Donc le seul qui héroïquement aurait été au pied de la croix. Mais enfin, ça c'est la tradition qui le dit, mais c'est faux. Parce que les textes disent qu'il n'y avait pas d'hommes au pied de la croix, et uniquement des femmes. Uniquement les femmes, oui. Voilà, donc vous avez des représentations de Saint Jean qui tient une coupe, Pardon. donc la coupe du Graal, mais Saint Jean a un air particulièrement efféminé. Hein, pas seulement dans la scène de Léonard de Vinci, mais dans d'autres œuvres, Entre œuvres. Mm. notamment de l'époque de la Renaissance. Voilà, donc on peut comprendre que le disciple que Jésus aimait, ce n'était pas un homme, c'était une C'est une femme femme. Mm. qui était en relation avec le Graal, le Saint Graal. Et qu'est-ce que serait devenue Marie-Madeleine? Qu'est-ce qu'elle serait devenue? Ouais. Oui. Ouais, c'était une femme ordinaire, si on veut. Donc, Disons qu'après, il y a eu tout. Voilà, après, il y a tout un truc qui dit qu'elle ça, aurait été. Bon, qu'elle aurait fini sa vie en France. voilà, oui, c'est une tradition très très forte. Marie-Madeleine, après la crucifixion, après peut-être le départ du Christ d'une façon ou d'une autre, bon, elle aurait Oui. pris un bateau et serait arrivée en Gaule. Elle aurait débarqué soit à Marseille, soit au Sainte-Marie de la Mer. Bon, elle aurait évangélisé Marseille, et puis elle aurait passé les 30 dernières années de sa vie dans la grotte de la Sainte-Baume, en, en contemplation, quoi, dans une vie ascétique. Mais je veux dire, si Jésus était un personnage enfin, surnaturel, Madeleine a toujours été considérée quoi, comme un être humain ordinaire, quoi. Mm. Bah, surnaturel, oui, mais bon, il suffit. Vous savez, maintenant, quand on voit ce que font certains guérisseurs, ce que font certains magnétiseurs, aujourd'hui, on voit ça comme du magnétisme, ou comme, j'ai bon, lui, bon voilà, il met sa main au-dessus, donc il arrive à guérir, donc ça nous semble presque normal maintenant, mais à l'époque, ben, quelqu'un faisait ça, c'était pratiquement considéré comme un miracle. Donc, je pense que le Christ avait sûrement ces capacités-là. Oui, là, il y a toute des possibilités diverses, puisque les miracles racontés par les évangiles vont très très loin, hein, puisqu'on nous dit que
il y avait un seul poisson, il a nourri Oui, il y a 5000 ça, il y a personnes. les pains, multiplication des pains, multiplication des poissons, oui. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que c'est donc le médium Case, donc, qui était quand même, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est vraiment un très très grand voyant, hein, de multiples fois. Il a démontré sa capacité à percevoir des détails qu'il n'était pas censé connaître avec vérification après. Hmm. Hein, donc il a guéri par ses ordonnances inorthodoxes des milliers de personnes. Donc pour lui, Jésus était vraiment ressuscité. D'accord. C'est marrant, quoi. Qu'est-ce a expliqué comment le Christ avait de son corps mort, quoi. Si on différencie le corps de l'âme, il avait réintégré son corps et l'avait vivifié, quoi. Et le même corps qu'il avait régénéré. Voilà, ça m'avait semblé D'accord. un élément fort Hmm. que quelqu'un comme Case, quoi, aussi authentique. Ouais. Pour lui, bon, ben, oui, Jésus est ressuscité, quoi. C'était pas Mais de cette peut-être. manière-là, mais pas de la manière, voilà, mais peut avoir ressuscité, mais d'une certaine façon, peut-être par une sortie astrale, par une sortie hors du corps, quelque chose comme ça. Exactement, hein. Ouais, ouais, ok. Hmm. Non, mais je veux dire, Case cautionnait le fait que le corps de Jésus était mort, était vraiment Il mort, était vraiment mort, d'accord. Hmm. et que de par ses capacités, À régénérer. Hmm. Jésus en tant qu'âme a été capable de régénérer son corps et D'accord. de le remettre à la vie, Remettre à la vie. de véritable. Sur, sur Edgar Cayce, a noté des livres qu'a fait Dorothée Coquelin de Bismont, Oui, qui sont assez intéressants si on veut s'intéresser un petit peu plus à ce médium. à mon avis, le meilleur livre sur Case, quoi. C'est vraiment l'univers d'Edgar Case. L'univers d'Edgar Cayce, mais que j'ai pas loin, il est pas, il est pas loin d'ici. Voilà, donc c'est de Dorothée Coquelin de Bismont. Ouais, ouais, personnage très intéressant, qui a écrit aussi un bon livre sur l'astrologie karmique aussi en même temps. Ok, mais du coup on a évoqué pas mal de choses, hein. On ne s'en est pas tenu au code de l'architecture, parce que de toute façon tout est lié tellement à tout que des codes on peut passer à autre chose. Les sujets de l'ésotérisme parfois se relient entre eux. Et donc, si à la rigueur, oui, je crois que vous avez aussi fait des recherches sur Nostradamus. Exactement, oui. J'ai fait des recherches et des découvertes. Là, Nostradamus, la plupart des gens qui s'intéressent à lui, qui l'interprètent, s'emparent de tel ou tel quatrain qu'il a écrit. Hein. Il a écrit les prophéties, ce bouquin de 942 quatrains. Il ne faut pas oublier que les quatrains ne veulent rien dire en eux-mêmes, hein. Vous pouvez lire un quatrain, bon, ça n'a pas de sens vraiment explicite. Donc, le problème, c'est que comme ça, on ne peut pas prévoir l'avenir. On ne peut se rendre compte que tel quatrain désignait tel événement qui est déjà passé. Bon, c'est Oui. ce que certains interprètes croient. Le problème, c'est que à toutes les époques, il y a eu des interprètes qui ont vu ces choses-là, quoi. Mais ils se corroborent pas forcément, quoi. Bah oui, ouais, le plus connu c'est Jean-Charles de Fambrune, hein, Ouais. qui a écrit son fameux bouquin sur Nostradamus et qui l'a mis à jour assez souvent. Bon, ça reste discutable, hein, sur certains aspects, Jean-Charles de Fambrune, mais Oui. Parce que en fait, on peut comme ça s'emparer d'un quatrain et essayer de le faire mais coller avec. on peut le décortiquer, le faire coller à l'actualité, ça c'est clair et net. Oui, Ouais. Mais c'est bon, vrai. on n'a pas la preuve que c'est la bonne technique. Oui, oui, voilà. C'est Mm. beaucoup plus intéressant de se rendre compte que, d'après les écrivains Roger Prévost et aussi Jean-Paul Kléber, Mm. que les quatrains parlaient non pas du futur, enfin du futur, bon, mystère, mais parlaient du passé ou des événements contemporains de l'époque de Nostradamus. Donc Nostradamus était un petit malin qui s'amusait à narrer non pas le futur, mais le passé. Voilà. Pourquoi l'aurait-il fait? Est-ce que c'est parce que il était un charlatan et qu'il s'est moqué du monde
Non, parce que le fait de parler du passé, ça permet par exemple d'associer à tel ou tel quatrain une date. On peut Oui, arriver ainsi à une compréhension complètement novatrice des prophéties. À savoir que Nostradamus était un mathématicien. oui. Parfois, quand les gens lui écrivaient, parce qu'il avait rendu un service astrologique à quelqu'un, donc Mhm. la personne lui faisait un débriefing, disait voilà, il m'est arrivé ça, d'accord. Il disait à Michel de Notre-Dame, astrologue, mathématicien. D'accord. Voilà. Et, les prophéties doivent être compris comme un ensemble chiffré, vraiment au premier sens. Vous savez, Ouais, je vois, oui. Mhm. par exemple, bon, dans les prophéties, vous avez une seule fois le mot arche. L'arche. Hein, Arche. en ancien français, ça désignait un bateau, l'arche d'alliance, Mhm. voilà, les archives, l'arche. Vous avez aussi une seule fois le mot alliance. Donc, on se dit que si Nostradamus voulait nous communiquer une information qu'il aurait eue concernant l'arche d'alliance, eh bien, peut-être il n'a pas placé n'importe où dans le texte le mot arche et le mot alliance. Et c'est effectivement le cas. Et on D'accord. se rend compte que bon, il y a des proportions mathématiques, parce qu'un ensemble de 942 quatrains, deux mots, ça va découper Oui. en trois parties. Mhm. Bon, je simplifie un peu, et Oui, donc oui, non, mais oui. Mhm. à un moment donné, on est tout à fait sûr que Nostradamus a utilisé certains mots répartis dans les prophéties, associés au sens réel des quatrains dans le passé, et pour nous faire comprendre certaines choses auxquelles il accordait de l'importance. Ouais, donc c'est encore plus hermétique Et qu'on ne se c'est-à-dire que pensait, ouais, ouais. ouais, Nostradamus a fait semblant quoi, d'être un voyant devant sa boule de cristal Oui, pour faire passer à autre chose encore. pour passer à autre chose de très sophistiqué. Il n'a pas Oui, oui. forcément travaillé seul. Hein, il pouvait être une organisation. Voilà. Et donc, dans un travail vraiment de scientifique, un travail de code secret D'accord. Mhm. qui peut se déchiffrer. Non, Voilà, mais, c'est comme non, mais ça vu qu'il comme faut. ça, c'est ouais, vu comme ça, c'est intéressant, ouais. Mhm. Et ça marche bien. Ça marche très bien. Non, parce que après, si on se limite, oui, parce que si on se limite aux 4 seul, c'est vrai que tout le monde a essayé, tout le monde s'est cassé la gueule, quoi. Bon, C'est le piège que nous a ben tendu. exactement, oui, voilà. Et puis chacun voit midi à sa porte selon les quatrains. Enfin bon, c'est. Ça veut dire que la royauté avait des informations cachées sous le boisseau, des révélations monarchiques en route pour le futur qui ne devaient pas être perdues. Et donc la monarchie, la royauté a embauché Nostradamus, qui a rejoint à ce moment-là un groupe d'initiés, à moins qu'il n'ait déjà été. Hmm. Ils ont créé les prophéties pour que des informations soient déposées, des informations sur, au minimum sur l'époque où tout ceci sera révélé. Hmm. Voilà, c'est la même chose, c'est une facette différente, à mon avis, du secret des monuments. Donc, il ne faut pas s'étonner que juste après la parution des prophéties, Nostradamus a été invité à la cour de France. Évidemment, oui, comme par hasard. Il a été invité par Henri II et Catherine de Médicis. Oui. Il est resté là-bas 2 mois. Bon, quand un autre roi est descendu dans un grand voyage pour voir un peu la population française, ils ont fait un effort pour passer à Salon de Provence, là où vivait Nostradamus, Hmm. qui a bénéficié d'une visite personnelle. Nostradamus avait le titre de médecin ordinaire du roi. Hmm. Il était aussi un conseiller du roi. Donc il était en très, très haute estime. Comment pouvez-vous expliquer ça enfin, bon, Oui, non, mais je Catherine de vois. Médicis était passionnée hein, par l'ésotérisme. Oui, oui, oui. Oui, oui. Je veux dire, si Nostradamus avait travaillé pour la royauté, on pourrait comprendre qu'après, le roi de France s'intéresse à lui préférentiellement.
et lui donne notamment 200 écus d'or. Ouais. Parce Mm. qu'il avait rendu un service, il était un bon ouvrier de la monarchie. Voilà. Donc, il n'était pas simplement un voyant astrologue en roue libre. Ouais, ouais, ouais. Tous ces architectes, en fin de compte, d'une partie du Moyen Âge jusqu'à la Renaissance, devaient devaient bien être initiés quelque part. Donc, vous pensez que ce sont ces sociétés secrètes qui auraient initié tous ces architectes à, à faire en sorte que tel ou tel monument puisse contenir tel code. Est-ce que ces architectes voilà, est-ce qu'il y avait une société donc secrète qui gérait un petit peu donc l'initiation donc de tous ces architectes? Oui, c'est-à-dire, il pouvait y avoir plusieurs sortes de personnes. Parce qu'après tout, quelqu'un qui bâtissait une œuvre, un monument plus petit, peut-être qu'il n'était pas inclus dans le code. Et que qu'il faisait ça dans son coin. Et Oui, oui, qu'il, oui, oui, parce que oui, il y avait celui qui gérait donc les plans, celui qui voilà donc l'ouvrier qui faisait une simple sculpture, et puis il y avait forcément donc celui qui était à ce qui est sûr, l'initiative de tout. de mon point de vue, ce qui est sûr, c'est que lorsque c'était une construction qui était commandée quoi, par quelqu'un de très haut placé, ça rejoignait quoi, c'était centralisé. Et donc, c'était porteur du message en question. D'accord. Ouais. Après, il est difficile de savoir, parce que justement, ça reste encore opaque aujourd'hui. Mhm. Donc, il a existé différents groupes. Je pense que par exemple, à la Renaissance, il devait y avoir, il me semble, une société à Glas. Voilà. Il y avait aussi, bien sûr, les corporations de maçons, hein, ancêtres des compagnons, quoi. Ah ouais, voilà, le compagnonnage. Mhm. Et alors, ces gens-là, exactement comment vivaient-ils, que savaient-ils, à quoi jouaient-ils? C'est difficile d'être sûr. Ah ouais. Idem pour les Templiers, hein, qui s'étaient terminés quoi, à peu près en 1300. Alors, que savaient-ils? Ouais, ouais. L'aspect ésotérique des Templiers, à qui a-t-il été transmis? Mystère. Mystère, ouais. Ouais, ça reste quand même encore inconnu hein, pour une bonne partie. On parle, bon, certains pourraient parler de la franc-maçonnerie, mais je ne suis pas spécialement sûr. Enfin, peut-être une partie, peut-être qu'une partie a été. Parce qu'il y a plusieurs francs-maçonneries, évidemment. Il y a la franc-maçonnerie spéculative, la franc-maçonnerie un peu plus initiée. C'est ça qui est sûrement la plus intéressante. Mais la franc-maçonnerie, elle, a commencé à. Est une suite logique de sociétés secrètes, disons que. De sociétés secrètes qui étaient en cours avant. La franc-maçonnerie, à mon avis, serait vraiment bien placée quoi, pour être des gens dans les hauts grades, les hauts degrés, des gens qui connaissent des choses secrètes sur ce que l'on vient d'évoquer. Ouais. Parce que leur façon d'accorder de l'importance au temple de Salomon, même parfois Bah, dans le un tableau. symbole, oui, mais le symbole même de la franc-maçonnerie étant le compas, bon, voilà, Vous savez quand même, vous avez les tableaux de loge qui récapitulent un petit peu les différents objets. Et donc, vous avez ouais, oui, le compas, le marteau, c'est ça, ouais, ouais. l'équerre, le temple de L'équerre, ouais. Salomon. Sur un tableau je crois, du XVIIIe siècle, on voit l'Arche d'Alliance. Donc, souvent aussi, on retrouve la cordelière là, qui entoure Oui, le cadre et qui est nouée avec un 8. Alors, parmi les premiers qui ont fait ça, c'était justement les constructeurs de Chambord qui avaient oui, bah, des avec le 8 qu'on voit, voilà, qu'on voit à plusieurs reprises au château de Chambord, le 8 qui représente l'alpha et le symbole de l'alpha et de l'oméga qui sont reliés ensemble. Oui, oui, alors oui, là, vous parlez d'autre chose encore. Ouais, ouais, Dans les sommets du château de Chambord, sur la tour lanterne, sur les grands disques, en encadrement des grands F, on peut voir le cryptogramme de Chambord que je mentionnais au début de notre ouais, voilà, entretien. ok.
Et donc, ça fait un 8 posé quoi, sur une Oui, croix, superposé, trois ouais. croisillons. Voilà, donc, ça reprend effectivement les lettres alpha minuscules et oméga minuscules. Donc les références à l'Apocalypse, puisque le Christ a dit Je suis l'alpha et l'oméga. je suis l'alpha et l'oméga. C'est d'ailleurs dans l'Apocalypse qu'on lui fait dire ça. Hmm. Apocalypse, là aussi, plusieurs interprétations possibles. Alors là, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Eh bien, merci Didier. En tout cas, on a passé environ presque 1h40 ensemble. C'était, à moins que je vous laisse conclure hein, si vous avez quelque chose à ajouter sur. Non, j'étais très heureux de répondre à vos questions. Voilà. Ben, Je, hmm. je vous remercie pour cet entretien. Eh bien, c'était sympa et puis agréable en tout cas de parler de tout ça avec vous. Didier, ben, sûrement, ben, on verra bien, on dira à bientôt pour s'il y a d'autres nouvelles, s'il y a d'autres. Je vous souhaite une bonne continuation, Nicolas. Ben, à vous aussi, Didier. Au revoir. Au revoir.